Bonjour, je suis Patrick Je suis Daniel. et vous êtes sur Azeroth.fr. Loktar voyageur. Bonjour à tous et bienvenue sur Azeroth.fr, le podcast français des amateurs de World of Warcraft. C'est notre tout premier épisode, donc on va commencer en se présentant un petit peu et en présentant nos personnages. Moi je m'appelle Patrick et je joue depuis environ une dizaine de mois. J'ai un mage niveau 60 et tout un florilège d'altes qui vont du niveau environ 10-15 au niveau 40 à peu près. Donc j'espère que je saurai plus ou moins de quoi je parle quand j'essaierai de vous donner des conseils. Et avec moi il y a Daniel qui va se présenter à son tour. Voilà, donc moi je joue à World of Warcraft depuis l'Open Beta, donc c'est novembre ou décembre 2004. Donc mon main est un mage 60 et comme Patrick, j'ai plein de rerolls qui vont du niveau 15 au niveau 55. J'ai essayé à peu près toutes les classes. Donc voilà pour nous deux, et pour le podcast en lui-même, ce qu'on voudrait faire, c'est une émission qui puisse plaire à tous les types de joueurs, et pas uniquement aux hauts niveaux qui passent leur temps en raid, même si Daniel fait partie de cela. Donc chaque mois on aura deux parties principales, d'abord un résumé de l'actualité du jeu, où on essaiera d'aller chercher ce qui se cache derrière les news, et une seconde partie où on parlera du jeu en lui-même, avec des infos et des conseils pour tous les niveaux. Puisque les présentations sont faites, on va se lancer dans le programme de l'épisode d'aujourd'hui. Dans la partie info, on aura le patch 1.12, beaucoup de choses sur Burning Crusade, l'extension qui devrait sortir cet hiver, et des infos sur le film World of Warcraft. Ensuite, on passe à la partie conseil stratégie, où on aura d'abord Warcraft pour les nuls, où on va parler aux débutants, puis le coin des raiders, où on va parler au haut niveau, quelques petits mots sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas sur le jeu, ce qui est très bien, ce qui pourrait être amélioré, et enfin on aura une petite partie un petit peu fourre-tout avec un concours pour fêter le premier épisode, et quelques petites choses qui vont pas ailleurs. Les informations, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été, pendant que tout le monde était sur la plage et que personne n'était en train de jouer à World of Warcraft, à part Daniel et moi. Alors le patch 1.12 qui est quand même un événement comme tous les patchs de Blizzard. Qu'est-ce qui s'est passé dans le patch 1.12 ? Il y a eu les Battlegrounds inter-serveurs, le World PvP, le revamp des voleurs et quelques petits changements à l'interface. Les Battlegrounds inter-serveurs, à quoi ça sert exactement ? À la base, les Battlegrounds inter-serveurs avaient pour intérêt de réduire les files d'attente. Ouais, c'est vrai que les files d'attente étaient quand même assez abominables sur la plupart des serveurs. Moi, il m'arrivait régulièrement d'attendre 20 minutes, une demi-heure, une heure avant de pouvoir rentrer sur un Battleground. Est-ce que ça va mieux ? Bah écoute, honnêtement, moi de ce que j'ai vu sur mon serveur, côté Alliance, il n'y a aucune différence, c'est toujours aussi long qu'avant. Et par contre, j'ai lu sur les forums que la Horde était vachement plus contente des changements, puisqu'ils sont moins nombreux. Ça veut dire qu'il y a quasiment aucun temps d'attente pour les Battlegrounds pour eux, ce qui est pas mal. Moi, j'ai eu quand même pas mal de positifs avec le changement. J'attends beaucoup moins. J'ai eu 2-3 minutes d'attente sur Warsong, des choses comme ça. Bon, apparemment, ça change en fonction du groupe de serveurs sur lequel t'es et de la faction dans laquelle tu joues. Il y a une autre chose dont je suis quand même assez content, c'est le fait que ça groupe automatiquement dans le raid. Il y a quand même beaucoup de désorganisation dans les Battlegrounds. Au moins comme ça, les gens sont obligés d'écouter à peu près ce que disent les gens dans le raid. Ils sont automatiquement groupés quand ils arrivent dans le Battleground et ils entendent ce qui se passe sur le canal de raid. C'est quand même une bonne chose à mon avis. C'est positif. Qui n'a pas fait un Alterac où il y avait toujours deux groupes de 15 personnes que ce soit dans un avec camp ou des dans gens avec des gens qui courent au milieu de tout le monde en disant invitez s'il vous plaît pendant la moitié du Battleground avant d'abandonner.
Le World PVP, les événements, dans certaines zones, il y a du PVP sauvage qui a été organisé. Il y a différents objectifs. Il y a une zone où il faut réunir des ressources et une zone où il faut prendre des tours. Qu'est-ce que ça donne ? Les zones où ça a été implémenté, donc Silitus et les Maltaires de l'Est, c'est pas ça a pas vraiment boosté le PVP là-bas. Il y en a toujours, mais ce qui est sympa, c'est que ça donne un petit plus en fait pour les gens qui vont ensuite raider là-bas. Donc à Silitus par exemple, quand l'une des deux factions a le buff PVP, ça donne plus 25% de réputation aux gens qui vont aller farmer Ankiraj 20. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent l'époque où le système d'honneur n'avait pas encore été vraiment implémenté, où il y avait des batailles épiques à South Shore entre comment s'appelle cette ville Horde dans South Shore ? C'est pas Taren Mill ? Si, le moulin de Taren, oui. Voilà, c'est ça. Avec des batailles qui duraient des heures et qui n'avaient pas vraiment de but. Ils ont essayé de recréer ça un petit peu. Moi, de ce que j'en ai vu, je suis allé essayer un petit peu Silitus et les Maltaires. Il y avait vraiment personne, donc c'était pas forcément le meilleur moment de la journée pour faire du PVP, mais c'était un petit peu vide. Donc je crains que la population du serveur, qui est pas énorme, n'ait pas vraiment de quoi gérer en plus du PVP sauvage. Il y a aussi une refonte des talents de voleurs dans le patch 1.12. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Bon, je suis pas un spécialiste des voleurs, mais de ce que j'ai vu des talents, en fait, la refonte était supposée pallier à certains problèmes PVP du voleur, notamment les problèmes qu'il rencontre face aux chasseurs et le kiting. Bon, globalement, c'était pas la révolution du siècle et à mon avis, à la base, le voleur est une classe quand même relativement équilibrée, qui a ses avantages et ses faiblesses, à peu près comme le mage d'ailleurs, hein. C'est pour ça que c'était les deux dernières classes à avoir vu une refonte. D'accord, donc j'imagine que comme toujours, les 90% des voleurs disent que les choses étaient mieux avant ou qu'ils sont pas contents de la refonte. Voilà, ouais, c'est un peu ça. C'est la catastrophe, j'arrête de jouer, et puis finalement, bon, ça a pas changé fondamentalement le type de jeu du voleur. Une dernière petite chose qui est un petit peu passée à la trappe dans le patch 1.12, c'est quelques changements à l'interface. Il y a un truc qui s'appelle Floating Combat Text, qui est en fait l'intégration d'un mode assez utilisé qui s'appelle Scrolling Combat Text. J'arrive plus à parler, qui s'appelle Scrolling Combat Text. Ce que faisait ce mode, c'est qu'il affichait à l'écran les dégâts qui étaient faits aux joueurs, les dégâts, les soins, de la même manière qu'ils sont affichés pour le monstre. Essayez-la, moi il y a certaines choses que j'utilise qui sont assez utiles, notamment le fait de rentrer, que ça nous signale quand on rentre et quand on sort d'un combat. Si on est poursuivi par une série de monstres, on peut s'arrêter de courir quand on voit le petit truc s'afficher, c'est quand même pratique. Il y a aussi, je voudrais rajouter que par exemple Scrolling Combat Tech, j'ai pas vu Floating Combat Tech, je m'en suis pas servi, mais ça indique par exemple au guerrier à quel moment se servir de certaines compétences comme exécution, etc. Donc c'est plutôt utile. Je crois que c'est à peu près tout pour l'interface, le patch 1.12. On va passer à Burning Crusade, donc l'extension. Il y a pas mal de choses qu'on a appris dans ces dernières semaines parce que le test alpha de Burning Crusade a commencé aux États-Unis. Avant tout, moi ce que je veux dire, ne vous excitez pas, l'alpha est quand même, la sortie du jeu est quand même assez loin. On a entendu dire qu'il y avait 4 étapes à l'alpha qui dureraient chacune au moins 3 semaines. Donc on a à peu près 3 mois d'alpha, peut-être une bêta ensuite. Donc le jeu, à mon avis, sortira pas avant Noël. Mon estimation à moi, c'est qu'ils vont rater Noël. Bon, et là, moi, je suis pas totalement d'accord avec Patrick. En fait, ensuite, c'est à voir comment ils vont se débrouiller, mais le cycle de l'alpha et de la bêta, s'ils le raccourcissent suffisamment, ils peuvent peut-être lancer le jeu en gold pour fin novembre, début décembre. Je pense pas que Blizzard rate les fêtes de Noël pour ce jeu, et de ce que j'ai lu des interviews des développeurs, franchement, je serais surpris si le jeu n'était pas disponible en décembre. Une petite note à ce propos, Vivendi, donc, qui est la maison mère qui possède Blizzard, avait poussé pour sortir le jeu, la boîte originale, donc World of Warcraft, à Noël en 2004, si je ne m'abuse.
Et finalement, ils avaient raté Noël. Les gens de Blizzard avaient vraiment insisté pour que le jeu sorte quand il était terminé. Et évidemment, l'histoire a prouvé que les gens de Blizzard avaient raison, puisqu'ils ont explosé tous les scores de vente à tous les niveaux. Je pense que s'ils estiment aujourd'hui qu'ils doivent attendre janvier pour le sortir, Vivendi n'insistera pas autant pour pousser la sortie à Noël. Mais bon, ils ont aussi intérêt à sortir le truc au moment où ça se vend le plus, donc on verra bien comment ça se passe. Les autres nouvelles sur Burning Crusade, les chamans et les paladins vont être disponibles pour les deux factions. Donc il y aura des chamans de l'Alliance et des paladins pour la Horde. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien, Dany? En fait, le changement, à mon avis, il est surtout intervenu au niveau raid high level, tout simplement parce que la Horde est relativement désavantagée sur les dernières instances, hein, puisque en général les combats contre les boss sont assez mobiles et que le chaman en fait prend toute son ampleur sur une zone fixe quand il quadrille la zone de totem. Et d'un autre côté, en fait, en PVP, le chaman est extrêmement puissant, et donc il y avait aussi un léger désavantage du côté Alliance sur ce type de combat. Maintenant, je pense que l'équilibre, il y a beaucoup de gens qui crient comme quoi ça va changer totalement le jeu, etc. Personnellement, je pense pas que ça fasse une grosse différence. Ça va apporter une plus grande variété de types de combats en raid, et en PVP, ça va tout simplement faire qu'aplanir les différences entre les deux factions. Un autre truc que ça va changer, c'est que ça va donner plus de soigneurs aux deux factions. Ce qui est quand même pas mal, parce que moi je vois souvent sur les canaux de recherche de groupe des messages qui disent cherche prêtre ou cherche soigneur pour telle instance, et ça se répète quand même pendant bien 20 minutes. Les gens mettent énormément de temps à trouver un soigneur. Là ça va en rajouter. À mon avis, c'est quand même une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que bon, mine de rien, le paladin est un très bon healer et le chaman est tout à fait correct aussi, donc ça ne peut qu'apporter des changements positifs, surtout dans les instances où il faut être 5 voire 10 joueurs. La horde des orques, c'est nous. On mange vraiment de tout. Il en faut pour tous les goûts. Ok, les donjons, les nouveaux donjons de l'extension. Une des choses qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont essayer de s'occuper un petit peu plus des gens qui sont des casuals, qui n'ont pas énormément de temps à passer sur le jeu. Tu me disais, Daniel... Moi, ce que je trouve franchement pas mal, c'est au niveau casual, c'est que en fait les instances, les nouvelles instances vont être découpées en plusieurs ailes, comme par exemple le monastère ou H-Trip actuellement, et ça permettra aux gens de faire une sortie régulièrement sans avoir à bloquer une soirée avec 4 ou 5 heures de combat intensif. Une autre nouvelle à propos de ces donjons, c'est les niveaux de difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, les niveaux de difficulté? Et bah ça veut dire qu'on pourra faire une instance X au niveau disons 62, 63, et ensuite revenir plus tard avec un groupe plus puissant, avec plus de monstres, des monstres plus difficiles, des combats plus complexes. Et plus de loot. Et des loots effectivement beaucoup plus intéressants. Donc on pourra refaire l'instance plusieurs fois sans vraiment avoir la répétition qu'on pourrait avoir maintenant en faisant par exemple Stratholm, que tout le monde a fait 50 fois, qui est toujours pareil. Le gros avantage que ça va donner, c'est que en fait ça va amener plus d'instances à faire au haut niveau. Donc quand on aura atteint le niveau 70, qui sera le niveau maximum de l'extension, on pourra refaire en fait toutes les instances de l'extension. Ça donnera plus de variété effectivement, et ça permettra de ne pas faire systématiquement la même instance niveau 70. C'est quand même une bonne chose. Il y a une autre annonce qui a été importante dans la communauté des raiders dont tu fais partie. C'est l'annonce que le nombre de joueurs maximum dans un raid va être réduit à 25. Tout à fait. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à crier parce que bon, les raids à 40, comme toujours évidemment, parce que les raids à 40 c'était la fin, etc. Bon, on sait pas ce qui se passera au niveau 70 quand il y aura le patch 1.15, 1.20 qui vont sortir, et il y aura peut-être à nouveau des raids 40. Donc calmez-vous, c'est pas grave. Ensuite, les sorties à 25, personnellement, je trouve ça pas mal. C'est beaucoup plus simple à organiser. Et ça permet en plus de mettre en valeur les rôles individuels de chacun. Qui seront plus marqués, et demander peut-être des groupes un peu plus optimisés, parce que mine de rien, dans un raid à 40, honnêtement, s'il y a une personne sur les 40 qui a AFK, ça se voit pas forcément.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai une expérience limitée en raid, mais en tant que mage, il faut avouer que si je vais aux toilettes et que je reviens 10 minutes plus tard, euh, les gens n'ont pas forcément vu la différence dans le combat. Euh, mais bon, je peux comprendre le fait que les gens qui ont passé des mois à gérer une guilde 40, une guilde qui fait des raids à 40 et à organiser une équipe soudée soient pas super contents. Ce qu'il faut dire, c'est que personnellement, j'en ai pas vu énormément des guildes comme ça. Évidemment, parmi les raiders, il faut ça, donc il y en a beaucoup, mais généralement, il y a beaucoup de guildes qui font aussi des alliances entre guildes. Euh, ils peuvent gérer une instance à 20 tout seuls. Une instance à 40, ils sont obligés de faire une alliance entre 2, 3, 4 guildes pour réussir à les faire régulièrement. Donc moi, ma théorie, c'est que Blizzard a regardé le nombre moyen de personnes par guilde et le nombre de joueurs réguliers, et ils ont estimé que une guilde pouvait gérer une instance à 20-25 à peu près régulièrement, peut-être en prenant 2-3 pick-up en plus s'ils n'étaient pas suffisamment. Ils ont donc décidé de mettre la limite des raids à 25 pour que le plus de monde possible puisse en profiter. Bon, si c'est effectivement le cas, moi je dis pourquoi pas. Je suis pas forcément un fan des instances à 40. C'est pas quelque chose qui me semble absolument indispensable pour s'amuser. Pour Kazmodan! Un autre point important de l'extension, c'est que ils vont complètement refaire le système d'honneur. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé dès le début, enfin pas dès le début, mais depuis quelques mois déjà, qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits de la manière dont fonctionnait le système d'honneur, et ils vont le refondre entièrement. Ce qu'ils n'aimaient pas, c'est que, en fait, il y a deux éléments dans le système d'honneur. C'est qu'il y a le temps que vous allez investir, le temps que vous allez passer à monter votre honneur, et l'aspect compétitif du système d'honneur. Ils vont les séparer entièrement dans l'extension. C'est-à-dire que il y aura une partie où vous pourrez passer beaucoup de temps, qui sera les battlegrounds, les champs de bataille, et une partie compétitive qui sera les arènes. Ces deux aspects seront totalement séparés, et vous pourrez faire l'un et pas l'autre, et vous pourrez totalement être viable en arène sans avoir fait du battleground, et vice versa. Alors, comment est-ce que va fonctionner le nouveau système de battleground ? Alors déjà le système d'honneur en fait va être complètement refondu, c'est-à-dire qu'au lieu de se dissiper avec le temps, l'honneur vous pourrez le cumuler, et une fois que vous aurez suffisamment de points, vous pourrez en fait dépenser ces points d'honneur comme des pièces d'or actuellement pour acheter des récompenses PVP. Et donc les arènes, qu'est-ce que ça fait les arènes ? Les arènes, c'est un concept relativement nouveau aussi. Et le système va être vachement orienté compétition, par équipe de 2, de 3 ou de 5. Et en fait, chaque équipe va être placée donc face à face dans l'arène. Et ce qui va permettre en fait de développer des classements d'équipes selon leur succès ou défaite en arène. Et donc le système est fait de telle sorte que les meilleures équipes vont pouvoir s'affronter entre elles, mais par exemple si c'est votre première arène, que vous débarquez, que vous n'avez jamais fait PvP votre vie, vous tomberez contre des gens qui auront le même niveau d'arène que vous, donc vous ne serez pas obligé de tomber contre les gens qui font ça depuis 10 ans et qui vont vous massacrer en moins de 5 secondes. Ouais, donc c'est vraiment une compétition au sens sportif du terme. On va avoir une saison qui va durer environ 3 mois, d'après ce qu'ils disaient. Je crois qu'ils annonçaient qu'il fallait faire environ une dizaine de combats par semaine pour être toujours dans la compétition, pour que votre score soit valide. Et donc il y aura des sélections, des demi-finales, des finales, et ça sera une compétition véritablement sportive, quoi. Voilà, exactement. Le gros avantage, à mon avis, de ce nouveau système de compétition, c'est qu'aujourd'hui, avec le système d'honneur, il faut passer des heures et des heures et des heures dans le battleground pour obtenir quelque chose. Et finalement, le type qui est au rang 1, qui est le plus fort du serveur, parce qu'il n'y en a qu'un par serveur, a priori, c'est pas vraiment qu'il est meilleur que les autres. A priori, bon, il joue certainement mieux que quelqu'un qui est jamais allé en battleground, mais c'est vraiment qu'il a passé le plus longtemps dans le battleground. Et ça, à mon avis, c'est un véritable défaut du système actuel, et je suis vraiment content qu'ils y aient remédié. Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est en moyenne de ce que j'ai vu, il faut quand même passer bien 12 à 15 heures par jour pour arriver entre rang 12 et le rang maximum. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Ça enlève vraiment
un des grands avantages de la compétition qui permet au meilleur d'être le meilleur sans qu'il ait à passer 20 heures par jour sur le jeu pour arriver au sommet. Ouais, donc là, 10 combats par semaine, c'est quand même très raisonnable, c'est quelque chose de parfaitement faisable, même pour un joueur qui passe pas toutes ses journées dessus. Et pareil pour le système de Battleground, pour le temps investi, si vous voulez y aller une fois par week-end ou 2 fois par week-end, et ben vous pouvez accumuler votre honneur sur 6 mois, et au bout de 6 mois, vous aurez une récompense sympa. Dernière info qui est sortie sur Burning Crusade, les talents et les sorts. Alors ça c'est un petit peu le gros morceau. Donc bon, on va pas vous donner tous les talents et tous les sorts parce que ça sert à rien d'une part et puis ça pourrait gâcher la surprise à ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Mais on va quand même vous parler d'un ou deux talents et un ou deux sorts par classe parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Et puis bon, c'est toujours bon d'être un petit peu émoustillé par ce qui nous attend. On va commencer par les druides parce que ils sont pas disponibles sur le site de Warcraft en France ni aux États-Unis d'ailleurs. C'est un truc qui a été leaké. Alors le druide, il a 2 nouveaux sorts qui m'ont paru intéressants. Un sort en forme de chat qui s'appelle Mangle et qui stun l'adversaire. Stun, ça veut dire qu'il l'étourdit. Voilà, merci en français. Donc il étourdit et qui lui fait des dégâts supplémentaires. C'est un coup de grâce, voilà, ça s'appelle comme ça en français. Désolé, j'ai un petit peu de mal. Donc c'est un coup de grâce pour la forme de chat. Ce qui m'a paru intéressant, c'est que comme ça va l'étourdir, vous allez pouvoir passer derrière et faire un autre sort qui ne peut se faire que de derrière. Enfin, un autre coup qui ne peut se faire que de derrière. Ce qui n'était pas disponible aux druides jusqu'à maintenant. Il y avait que les voleurs qui pouvaient faire ça. Bon, ça va être quand même sympa. Il y a un autre sort qui s'appelle Enervate, qui est un petit peu l'inverse du sort Innervate, qui est extrêmement utile pour les druides. Enervate, ça draine la mana, l'énergie ou la rage de l'adversaire pendant 20 secondes. À ton avis, Dany, ça draine la mana tout simplement? Ça nous rend la mana? Ça fait quoi exactement ce sort? De la manière dont c'est décrit sur les screenshots que l'on a vus, hein, ça draine la mana. Donc si ça draine la mana, l'énergie ou la rage, ça veut dire que ça va la convertir pour le druide. Les talents, il y a des talents intéressants aussi pour les druides. Scent of the Pack, l'odeur de la meute, quelque chose comme ça. C'est un talent qui vous permet d'augmenter votre armure quand vous êtes en forme d'ours ou les dégâts que vous faites quand vous êtes en forme de chat en fonction du nombre de personnes qui dans votre groupe ont le sort, le buff du druide. C'est-à-dire que pour chaque personne sur laquelle vous mettez votre buff, vous allez avoir 0,4% d'armure en plus en forme d'ours et 0,6% de dégâts en plus en forme de chat. Donc ça fait 2% en plus et 3% en plus quand vous êtes en groupe, ou 10 et 15% quand vous êtes en raid à 25. Un autre talent, c'est réflexes animaux, Animal Reflexes, qui permet de réduire le temps de caste d'un sort jusqu'à en acquitter une forme férale. Moi, je sais que je m'en servirai énormément. Donc, si vous êtes en combat en forme d'ours, vous changez en forme, vous êtes en train de prendre des dégâts, vous passez en forme de caster, et vous pouvez vous soigner avec 1 seconde 5 de moins pour le lancer du sort de soin. C'est extrêmement efficace aussi, c'est quand même pas rien. Un dernier talent, le Triante. C'est quoi un Triante déjà, Dany ? Eh ben, c'est une sorte d'arbre. C'est en fait, si vous avez joué à Warcraft 3, si vous avez joué les Night Elves dans Warcraft 3, leurs bâtiments en fait, ce sont des trents, donc ce sont des arbres qui ont la capacité en fait de se déplacer et de s'enraciner dans le sol. Et donc selon le type de forme dans lequel il se trouve, donc enraciné ou en déplacement, il va avoir des capacités différentes qui se cumulent très très bien en fait avec les fonctions du druide et qui sont assez variées. Donc par exemple il peut faire l'équivalent d'un puits de mana, donc sur lequel vous pouvez cliquer pour récupérer de la mana. Il peut décurser aussi les maladies, la magie. Et s'il est en mode déplacement, il peut faire des dégâts. Donc c'est-à-dire que c'est un pet en mode déplacement et une sorte d'équivalent du puits de lumière qui rend des points de vie du prêtre quand il est en enracinement, et il soigne et il fait tout plein de choses. Donc c'est Exactement, et donc c'est le 41e talent d'un des 3 arbres des druides. Donc maintenant il faut voir ensuite quelles sont les contreparties d'un pet relativement puissant comme ça, s'il y a un cooldown assez long ou s'il il va avoir une durée de vie limitée. On va passer au mage. Je vais te laisser traiter ce sujet épineux.
Très bien. Alors les mages, un seul sort en fait qu'on va commenter aujourd'hui, c'est le sort d'invisibilité. Alors l'invisibilité des mages qui était disponible dans la bêta. Dans la bêta fermée, oui. Il y a très très longtemps de ça. Donc le sort a été modifié parce qu'avant il était considéré comme beaucoup trop puissant. Imaginez un mage invisible qui vous balance une boule de feu à 35 mètres dans le dos et en plus une deuxième parce qu'il a les talents qui vont bien. Bon, c'est mal commencé le combat tout de suite. C'est ton fantasme ultime, ça. Eh oui. Mais bon, donc l'invisibilité sous sa forme actuelle, donc dans l'alpha, ça va être un sort instant cast. L'invisibilité va pas arriver tout de suite, en fait le mage va disparaître graduellement pendant 8 secondes, et à partir de là, il va avoir droit à 20 secondes d'invisibilité. Il disparaît graduellement pendant 8 secondes, c'est-à-dire que pendant 8 secondes, il n'est pas encore invisible, mais on le voit en train de disparaître, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si on le tape pendant ces 8 secondes ? Ça, j'ai pas eu le loisir d'essayer, mais... je crois qu'il disait, je te pose une question idiote, je crois qu'il le disait en fait dans la description du truc en anglais. Si jamais tu es tapé ou si tu fais des dégâts pendant les 8 secondes, l'invisibilité est interrompue. Donc tu peux même pas être tapé pendant les 8 secondes. Parce qu'en plus, les deux gros problèmes en fait du sort, c'est pas tant qu'il y ait 8 secondes de transition, bon c'est jouable, mais c'est le temps de recharge de 5 minutes, pour 20 secondes d'invisibilité quand même c'est cher payé, et en plus quand vous êtes invisible, vous ne pourrez voir que les personnes invisibles. Les personnes invisibles, donc c'est les personnes qui ont un buff invisibilité, donc ceux qui ont bu soit la potion d'invisibilité ou les autres mages, pas les voleurs ou les druides qui sont furtifs, eux, attention, nuance. Et en plus, vous pourrez voir également les démonistes qui auront lancé un buff détection de l'invisible. Donc c'est-à-dire que vous verrez pas grand monde quand vous serez invisible. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien en fait. Ça me tue de le dire, mais bon, pour l'instant. C'est l'alpha, donc on peut espérer encore que ça change et qu'il rende la chose un peu plus intéressante. Ok, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je suis absolument certain que en forme d'invisibilité, le mage pourra voir aussi les furtifs, parce que sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Et si jamais il peut voir les voleurs ou les druides qui sont furtifs, ça peut quand même avoir un minimum d'intérêt. Je dis pas que ça sera une invisibilité super, mais quand même ça peut servir. Sinon, il y a deux autres talents sur lesquels qu'on aimerait bien vous présenter. Donc tout d'abord, l'élémentaire d'eau, 41e talent de l'arbre de glace. Pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qu'il fait, si ce n'est qu'il faudra une composante pour l'invoquer, et que le sort a un cooldown de 30 secondes. Donc, 30 secondes, c'est pas énorme en fait. C'est pas énorme, mais d'un autre côté, ça veut peut-être dire que l'élémentaire d'eau aura une durée de vie relativement courte aussi. 10 secondes. Ouais, donc ça va vraiment dépendre de ce qu'il fait. S'il tape beaucoup, s'il attire les monstres, bon. Ça se trouve, ce sera un distributeur d'eau et ça soulagera beaucoup les mages. Ce qui serait déjà pas mal quand même. Sinon, il y a le souffle du dragon, donc c'est une sorte de cône de chaud, 41e talent de l'arbre feu. Par opposition au cône de froid qu'ont déjà les mages. Exactement. Et donc en fait, ce sort-là va faire des dégâts de manière instantanée. Et en plus, va désorienter les adversaires qui sont dans le cône pendant 3 secondes. C'est sympa. C'est très bon pour le PVP. Pour le PVE, ça dépend vraiment des résistances des mobs en face et de la façon dont ça va être géré. À voir. Ok, on va passer au guerrier. On a un sort et un talent. Un sort qui est plutôt intéressant, qui est original, qui est tout à fait nouveau, qui s'appelle Intervention. C'est-à-dire que le guerrier va courir vers un membre du groupe, comme il fait avec son rush quand il attaque un ennemi. Il va courir vers un membre du groupe et intercepter la prochaine attaque, qu'elle soit à distance ou en mêlée. Moi je trouve ça pas mal, hein. C'est intéressant. C'est très sympa, c'est original et ça conforte de toute façon le guerrier dans sa place de tank en groupe. Ok. Le talent, c'est Rage Infinie, c'est un talent de l'arbre arme, je crois. Il me semble que c'est le dernier talent de l'arbre arme, effectivement. Et en fait, pendant 10 secondes, les guerriers vont pouvoir avoir Rage Infinie donc, sur tous les coups. Donc ils vont pouvoir se déchaîner. Ah là là. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde, ça, je crois. Les chamans, le sort qu'on voudrait voir, c'est les totems d'élémentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un totem d'élémentaire ? Donc c'est un totem que le chaman va pouvoir lancer, qui va lui permettre d'invoquer un élémentaire de feu ou de terre.
Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus. On suppose que c'est une sorte de pet qui va faire des dégâts pour le chaman. Maintenant, il faut voir aussi si simplement en PVP, si les personnes de la faction opposée, en détruisant le totem, vont pouvoir détruire l'élémentaire. Ouais, donc ça serait une sorte de pet qui a presque pas de points de vie si on peut détruire le totem. Exactement. D'accord. Bon, c'est quand même pas mal, hein, un pet pour le chaman. Bah, c'est sympa, surtout que le druide et le mage, ils ont des pets, mais c'est un 41e talent, donc il faut investir beaucoup. Là, c'est un sort de base, donc c'est sympa. Ouais. Les talents, on en a sélectionné un qui est gardien de la nature. C'est-à-dire que si vous recevez un coup qui vous amène à moins de 30% de points de vie, vous avez un certain pourcentage de chances de regagner des points de vie. Et de réduire le pourcentage de haine que vous porte un mob. Donc ça sert en PvE. En PvP, vous allez gagner des points de vie. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si on vous tape, vous gagnez des points de vie. On passe aux paladins. Allez, donc les paladins, ils auront une nouvelle aura qui est sympa, c'est l'aura de croisée, qui permet aux paladins de donner 20% de vitesse au groupe en plus. Ça sert à rien. Eh bah écoute, en PvE, c'est pas forcément le buff le plus utile, puisque le paladin a déjà plein d'aura super utile, mais par contre en PvP, franchement c'est pas mal, hein, dans un petit goulet pour capturer le drapeau et revenir très vite à la base. C'est quand même pas mal 20% de vitesse en plus. Surtout que contrairement au chasseur, il se fait pas étourdir s'il prend une attaque. Un autre sort, c'est le saut de sang et le saut de vengeance. La raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est un sort qui est différent en fonction de la faction. Donc c'est saut de sang pour la Horde, saut de vengeance pour l'Alliance. Ça fait des dégâts directs pour la Horde. Ça fait un DOT, donc un dégât réparti sur le temps pour l'Alliance. Bon, c'est sympa. Bon, il faudra. Bon, c'est pas non plus une révolution majeure. Et puis la différence entre les deux, ce sera a priori la seule différence entre les paladins de la Horde et de l'Alliance. Donc bon, c'est. On nous avait annoncé une différence entre les paladins de la Horde et les paladins de l'Alliance, et pareil pour les chamans de la Horde et de l'Alliance. Bon, d'après ce qu'on en voit, ça va pas être des différences totalement incroyables, hein. Un paladin reste un paladin, un chaman reste un chaman. À moins qu'on nous cache des choses, mais a priori ça sera comme ça. Et la dernière chose pour les paladins, c'est un talent très sympa qui s'appelle Soutien Sacré, et qui fournit en fait un bonus aux dégâts et aux soins des sorts de entre 7 et 35% d'intelligence du paladin, selon le nombre de points de talent que vous mettez dedans. C'est franchement bien. Bah, pourtant tu me disais que les sorts, les talents qui augmentent l'armure du mage en fonction de son intelligence étaient pourris. Là en quoi c'est différent ? Bah disons que déjà l'armure du mage est pas très importante pour un mage, puisque le mage est pas censé se faire taper très souvent. En revanche, le paladin qui va soigner mieux et qui va faire plus de dégâts, c'est quand même une de ses fonctions principales. Un paladin en raid par exemple ne fera quasiment que des soins, des buffs et des decurse. Donc on peut imaginer que 35% de l'intelligence, ça amène un bonus assez important. Conséquent, ouais. Je sais pas jusqu'à combien d'intelligence pourra monter un paladin au niveau 70, mais on peut imaginer, je pense sans problème, dans les 700, 800. Et bon, 35% de 700-800, c'est quand même dans 700-800, tu dis ? Pas mal. D'accord. Ils sont intelligents, nos amis les paladins. C'est pas l'expérience que j'ai eue, mais bon. Bon, passons. On va aller vers les. Si vous voulez envoyer des mails d'insultes, n'hésitez pas. Patrick le mérite bien. Bon, j'essaye de me défiler en parlant des démonistes. Un sort qui est parfaitement incroyable. Moi, j'étais passé au travers. C'est toi qui m'en as parlé. Graine de corruption. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouf. C'est monstrueux, et alors franchement, honnêtement, je pense que le créateur, le main designer de Blizzard, il doit jouer démoniste, parce que bon, c'est une insulte à tous les mages de la Terre, et je m'insurge. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que n'importe quelle classe, quand elle regarde votre classe à vous, va dire mais ça c'est totalement monstrueux, c'est scandaleux et c'est bien trop puissant. Donc en gros, c'est un DOT, donc des dégâts répartis sur le temps, sur 18 secondes. Qui vont monter en gros niveau 70 dans les 1200-1400 points de dégâts.
Et en fait, au bout des 18 secondes, la ça graine qui est de corruption intéressant. va exploser et va faire un AOE qui va faire des dégâts donc à toutes les personnes aux alentours, donc toutes les personnes ennemies aux alentours de la personne sur laquelle était posé le dot, et qui va faire dans les encore 1000-1200 points de dégâts en plus. L'intérêt en PVP est évident parce que le sort ne prend que 2 secondes à être lancé, donc il faut en lancer un maximum et ensuite ça doit exploser de partout. Donc c'est une AOE d'ombre, c'est la première et je pense que nos amis démonistes seront très très contents de l'avoir. D'accord. Donc, un autre sort, Gangre Armure. Pourquoi est-ce qu'on parle de Gangre Armure ? Pour 2 raisons. Tout d'abord, la première, c'est que étonnamment, elle va être disponible. Le niveau 2 de Gangre Armure va être disponible au niveau 69. Et oui, maintenant, on va avoir des sorts à des niveaux impairs, ce qui est tout à fait nouveau. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est une erreur ou je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelques sorts comme ça, effectivement, qui sont Disponibles à des niveaux impairs. Ouais. ouais, bizarres, étranges. Et en lui-même, le sort, c'est une armure sympa qui, au niveau 2, donc disponible au niveau 69, donnera plus 100 aux dégâts de sort des démonistes, ce qui est franchement pas mal, et en plus qui permet de résister aux effets d'interruption et de silence, qui donne 20% de chance, il me semble. Un talent, invocation du Felguard. Comment ça s'appelle Felguard en français ? Garde funeste. Funeste, sans doute, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est un énorme démon qui est très très fort et qui tank très bien et qui tape très fort. Bon, une Et invocation j'espère qu'il sera plus contrôlable que l'infernal ou... l'infernal qui, au bout de 3 minutes, vous pète entre les doigts et se retourne vers vous en se disant que vous avez l'air extrêmement appétissant, tout comme les membres de votre groupe. Donc, qui fait que l'infernal sert pas à grand chose, en fait, concrètement. Exactement. Les voleurs, un sort des voleurs qui s'appelle lancer mortel. C'est un coup de grâce qui a un truc particulier. C'est un coup de grâce à distance, donc enfin les voleurs pourront se débarrasser d'un ennemi en train de fuir alors qu'ils sont eux-mêmes routés. Donc c'est très très pratique, ça ralentit l'ennemi, ça fait des bons dégâts et ça se fait à distance, donc Ok, bon talent. sympa, Bon intéressant. sort. Un autre sort, éviscération niveau 2, là encore on en parle, bon c'est un coup de grâce encore je crois qui est pas mal, mais c'est surtout parce que le niveau 2 arrive au niveau 69, le rang 2 du sort arrive au niveau 69, donc encore un sort qui arrive à un niveau impair. Un autre sort qui est le Garrot niveau rang 6, Garrot rang 6 arrive au niveau 61. Tout à fait, au niveau 61, et il a un up franchement sympa, c'est que le garrot va silencer en fait la cible pendant Ouais, quelques secondes. Pas mal, donc contre un lanceur de sort, il peut plus lancer de sort pendant quelques secondes, en plus de s'être pris Le garrot, le dot. Garrot. D'accord. Oui, peut-être que ils rajoutent des sorts au niveau impair, parce que ça va être effectivement très long de passer du niveau 60 au niveau 70. Hein. C'est possible. C'est possible. Ouais. Moi je vous parie qu'en 10 jours, les pires fous furieux qu'on a en France auront largement eu le temps d'atteindre le 70. D'accord, On sera donc les 10 lions. jours pour atteindre le niveau 70, c'est l'estimation de Daniel. Dernier talent dont on va parler, trompe la mort pour les voleurs. Donc vous pouvez mettre entre 1 et 5 points de talent là-dedans et ça vous donne entre 4 et 20% de chance d'éviter les dégâts d'un coup qui vous aurait tué. Ok, bon bah écoutez, c'est terminé pour les talents de la croisade, j'ai déjà oublié, croisade ardente, voilà, de Burning Crusade, donc de l'extension. On va terminer la section, la partie info, avec une petite info sur le film de World of Warcraft. Pour ceux qui sont pas au courant, donc il y a un film qui est en préparation sur World of Warcraft, un vrai film donc joué, pas un truc en image de synthèse ou un dessin animé. Il a été pris en charge par une société de production qui s'appelle Legendary Pictures. C'est pas des rigolos, hein, c'est des types qui ont un deal avec la Warner pour faire 5 à 6 films par an. Ils ont déjà sorti des grosses licences comme Batman Begins, Superman Returns. Ouais. Ouais, effectivement. Bon, moi j'étais pas un super fan de ces films-là. Ils étaient, à mon avis, d'une qualité assez moyenne. On espère que Warcraft sera différent. La différence peut-être viendra du fait que Blizzard a l'air vraiment impliqué dans le développement du film. Et surtout il y a un budget énorme quand même. Ouais, il y a un budget de 100 millions de dollars. plus, ouais, 100 millions de dollars, même un petit peu plus, d'après les dernières infos qu'on a. C'est-à-dire que la Warner a confirmé ça aussi. C'est vrai, ils le traitent vraiment comme un blockbuster. Hein. C'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux.
pourquoi pas ? Ça peut être quelque chose de sympa. Bon. Ah bah, de toute façon, je sais que j'irai le voir le jour de la sortie. Ouais, les queues risquent d'être assez longues. Bon, moi, quand même, je regrette que Blizzard n'ait pas lancé un long métrage en images de synthèse avec la qualité habituelle qu'ils mettent dans leur présentation. À mon avis, ça aurait été tout simplement hallucinant. Ok, et je crois que c'est à peu près tout pour notre partie info. On va passer à une partie qu'on appelle Warcraft pour les nuls. Warcraft pour les nuls, c'est la partie où on va donner des conseils aux débutants. On va essayer de vous dire un petit peu comment le jeu fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. La première chose, c'est les trucs que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à peu près au niveau 30, au niveau 40, et qui m'auraient vachement aidé quand j'étais niveau 5 ou 10. Et l'une des choses en question, c'est de vendre les objets à la hache, à l'hôtel des ventes. Ça a l'air un petit peu idiot, mais moi quand je suis arrivé niveau 30 ou 32, je me suis aperçu que la monture, le cheval, était pas si loin que ça, et j'avais à peu près 2 pièces d'or dans ma bourse. Donc je me suis demandé ce que je faisais mal, parce que tous mes amis qui avaient commencé à peu près en même temps que moi avaient 100, 200, 300 pièces d'or. Et je me suis rendu compte que je vendais à peu près tous les objets que je récupérais aux vendeurs normal, et qu'il y en avait une bonne partie qui pouvait se vendre beaucoup plus cher à l'hôtel des ventes. Arrêtez de vous marrer, non mais sincèrement, je ne le savais pas. Et si personne ne vous le dit, vous le savez pas. Il faut vendre tous les objets non gris, tous les objets qui sont blancs ou autres, vous les vendez à l'hôtel des ventes. Vous regardez le prix auquel sont vendus ces objets-là. Vous embêtez pas à essayer de vendre un petit peu plus cher, vous vendez un tout petit peu moins cher, ça va partir a priori, et vous aurez largement de quoi vous acheter un cheval au niveau 40. Ne serait-ce qu'avec ça, vous aurez déjà une petite fortune. Oh, merci pour cette perle de sagesse, Patrick. De rien. Un autre conseil, Daniel ? Eh bah écoute, une autre chose vraiment relativement importante, et je sais que toi tu ne l'avais pas faite avant le niveau 30 ou 40 justement, c'était les premiers soins. C'est une compétence à mon avis vitale, qui sert à tout le monde, toutes les classes, toutes les races. Ça marche comment exactement, premier soin, pour ceux qui connaissent pas ? Eh ben, premier soin, vous prenez donc du tissu, donc ça commence par le lin, ensuite la laine, ensuite la soie, etc. Et en fait, en utilisant la compétence premier soin, vous transformez le tissu en des bandages, en des pansements. Et donc ces pansements-là peuvent vous rendre en fait de l'énergie en combat, hors combat. De l'énergie, tu veux dire des points de vie ? Des points de vie, oui. Ouais. Franchement, par exemple, si vous êtes dans une instance relativement difficile et que le prêtre n'a plus de mana, que vous êtes vraiment en rate de points de vie, vous prenez 2 secondes à vous appliquer le bandage, ou vous pouvez même l'appliquer sur le guerrier qui est sur le point de mourir. Ça permet à votre groupe de tenir quelques secondes de plus, et ça peut faire des fois la différence. Et comme Daniel le disait, ne le négligez pas si vous êtes un guerrier et que vous êtes tout le temps au contact, ou si vous êtes un voleur et que vous estimez que de toute façon vous allez détruire l'adversaire avant de mourir. Même pour un prêtre ou une classe qui soigne, ça a son importance. D'accord. Donc, vendre les objets à l'hôtel des ventes et apprendre les premiers soins, ça vous servira. Un petit chapitre sur l'architecture du groupe. Évidemment, la plupart des gens qui jouent à Warcraft commencent en solo et sont un petit peu perdus quand ils arrivent en groupe, parce que jouer en groupe n'est pas vraiment quelque chose de nécessaire. Dans la plupart des jeux de rôle online, le groupe est quelque chose d'absolument vital, c'est-à-dire que vous pourrez pas progresser si vous jouez pas en groupe, donc les gens apprennent vraiment comment ça fonctionne dès le début. Dans Warcraft, on peut parfaitement arriver niveau 60 sans jouer en groupe, donc on a des gens qui sont à des niveaux assez élevés et qui savent pas vraiment comment ça fonctionne. Un détail, enfin pas un détail, mais vraiment la manière dont va fonctionner le groupe, c'est que ça va séparer différentes fonctions alors qu'elles sont réunies quand on est en solo. C'est-à-dire que en solo, il y a 3 éléments principaux: les dégâts qu'on prend, les soins qu'on va s'appliquer si c'est possible, et les dégâts qu'on va faire. Dans le groupe, ces 3 éléments sont complètement séparés entre les différents personnages du groupe. Le tank va prendre les dégâts, le soigneur va faire les soins, et la classe DPS, le voleur ou le mage ou ce genre de classe, va faire les dégâts. Pourquoi est-ce qu'il est important de rester vraiment dans son rôle, Daniel ?
parce qu'en spécialisant, vous pourrez optimiser la progression du groupe dans les instances, et surtout en se concentrant chacun dans un rôle bien spécifique, ça permettra de tomber les ennemis, les adversaires plus facilement, de mieux contrôler, de gérer le combat, et ainsi de s'en sortir beaucoup plus facilement. Mais moi je tombe souvent, il m'arrive de tomber sur des gens, sur un guerrier par exemple, qui est un guerrier spécialisé dans son arbre furie, dans ses talents furie, et qui me dit oui mais si je ne mets pas de bouclier, je vais avoir mes 2 armes en main, je vais faire plus de dégâts, le monstre va tomber plus vite. Pourquoi est-ce qu'il a tort ? Donc effectivement, il va faire plus de dégâts, il va tomber l'ennemi plus rapidement, mais en contrepartie, il aura pompé beaucoup plus de mana au prêtre, vu qu'il aura encaissé beaucoup plus de dommages. Et pourquoi est-ce que... Alors moi, j'ai par exemple un voleur qui va me dire, oui, mais moi je peux prendre un des monstres, pas moi tout seul, je vais aller le taper tout seul, il va mourir, je vais le gérer tout seul. Pourquoi est-ce que je devrais m'emmerder à aller taper le monstre que le tank est en train de taper aussi ? Pour une bonne et simple raison, c'est que tout simplement quand il y a une cible sur laquelle se concentrent les efforts de tout le groupe, le monstre va tomber beaucoup plus rapidement et vous pourrez ainsi de suite passer d'un monstre à l'autre le plus rapidement possible, ce qui permet en fait au prêtre d'économiser sa mana et au groupe d'optimiser les kills. Et en plus, par exemple, le voleur, si le prêtre a fort à faire à soigner les guerriers, il n'aura pas le temps de s'occuper du voleur. Et si le voleur meurt, c'est quand même une des sources principales du DPS du groupe qui sera plus là, et ça mettra le groupe en danger. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est en groupe, le groupe va fonctionner comme un personnage et le groupe adverse va fonctionner comme un personnage. Donc, si on abat un des ennemis plus vite, le personnage qui est le groupe ennemi fera d'autant moins de dégâts. Donc forcément ensuite les autres iront plus vite, c'est une sorte d'effet de cascade. Et ça veut pas forcément dire que vous allez systématiquement mourir si vous faites autrement, que le groupe va être décimé à la première rencontre, mais a priori si chacun gère bien la chose qu'il a à faire, ça sera vraiment la méthode la plus efficace, vous serez plus rapide, vous serez moins en danger, et vous allez finir l'instance plus vite, donc vous aurez dans un temps plus réduit toute l'XP, tous les objets, toutes les choses qu'il y a à prendre dans l'instance ou dans ce que vous êtes en train de faire, vous irez plus vite. Tabou ! Donc en résumé, un groupe, c'est pas très compliqué, c'est un tank qui peut encaisser, un soigneur qui va soigner le tank et des gens qui vont faire des dégâts sur un ennemi bien précis. Et si vous suivez ces quelques lignes directrices, vous n'aurez aucun problème quand vous êtes en groupe, c'est garanti. Ou si vous n'êtes pas satisfait, vous nous écrivez un email et puis on vous rembourse le prix du podcast. Ok, on va passer à la dernière partie de la section Warcraft pour les nuls, avec une petite leçon d'histoire, parce que je trouve que Warcraft c'est quand même un jeu de rôle, et c'est quand même beaucoup plus sympa quand on sait un petit peu d'où viennent les noms des régions dans lesquelles on voyage, les raisons pour lesquelles il y a telle statue à tel endroit, etc. Donc pour ceux que ça intéresse pas, tant pis, vous allez avoir 2 minutes de conversation sur Sargeras. Qui est Sargeras ? Qui est Sargeras ? Sargeras, c'est l'un des titans. À l'origine, qui sont les titans ? Ce sont des créatures, des géants de métal qui ont formé les mondes dans lesquels ils ont voyagé. C'est-à-dire que au début était l'univers et les titans, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils ordonnent le monde, ils créent les continents, ils créent les océans, ils créent les petites créatures de la forêt, et ils ont comme vocation de mettre le monde en ordre. Parmi eux, parmi le panthéon des titans, il y a Sargeras, dont le boulot est de gérer les démons. Il y a une dimension qui s'appelle le néant distordu, dont vous avez peut-être entendu parler, où vivent des démons vraiment méchants et vraiment démoniaques, qui essayent d'envahir l'univers dans lequel vivent les titans, et Sargeras, c'est celui qui les combat. Manque de peau, Sargeras est tombé sur une race de démons beaucoup plus démoniaques que les autres, qui a fini par le corrompre au cours des centaines et des milliers d'années pendant lesquelles il les a combattus, et Sargeras est devenu méchant. Ouais, c'est terrible.
Sargeras a complètement perdu les idéaux des titans et il est parvenu à la conclusion que la création ne pouvait pas subsister avec l'ordre que créaient les titans. Il s'est dit, comme tout bon méchant qui se respecte, qu'il se devait absolument de détruire ce qu'étaient en train de faire les titans. Il est allé récupérer les démons du néant distordu et il a formé la Légion Ardente. Non. Et oui, voilà. Donc c'est une histoire un petit peu biblique qu'on obtient au final. C'est une sorte d'ange déchu. C'était un gentil, et il est tombé de son statut de titan, de créature divine de l'origine des temps, et c'est devenu un petit peu le diable. C'est le maître de la Légion Ardente qui cherche à tout prix à détruire l'univers, Azeroth, la Horde et l'Alliance. Et c'est lui qu'on est en train de combattre depuis le début de Warcraft 3, je crois, et qu'on va combattre, ou du moins ses sergents et ses généraux, dans l'extension qui devrait arriver cet hiver. Voilà pour Sargeras, le vil maître de la Légion Ardente. Merci beaucoup de nous avoir éclairé de ta sagesse infinie, Patrick. On va passer à Warcraft, le coin des raiders. Pour que les gens comprennent un petit peu quelque chose, on va expliquer un petit peu comment le jeu évolue après le niveau 60. Et là, je me tourne vers Daniel, notre expert en la matière. Qu'est-ce qui se passe au niveau 60 ? En fait, une fois arrivé au niveau 60, ce que la plupart des joueurs vont commencer à faire, c'est réunir le premier set d'armure, qu'on nomme communément le T0, et qui se trouve dans les instances niveau 60 à 5 joueurs ou à 10 joueurs. Donc il n'y a plus de quêtes vraiment en fait au niveau 60. Il y a des quêtes, mais comme elles n'apportent pas vraiment d'XP, c'est pas toujours vital de les faire. Ça a changé récemment puisque les quêtes, une fois qu'on est au niveau 60, rapportent un peu de sous, mais bon, globalement ça changera pas la face du monde non plus. D'accord. Et en général, vraiment les meilleurs objets, c'est des objets qui tombent sur les boss plutôt que des récompenses de quête. D'accord. Donc on commence à réunir le T0 une fois qu'on a écumé Straton, Skolomance, Blackrock Depths, etc. Et ben une fois qu'on a fait ce genre de choses là, on peut commencer à considérer, à avoir envie en fait de voir les grosses instances légendaires du jeu. La première vraie instance raid, ça va être Tsul'Gurub. Alors en quoi c'est différent des instances précédentes ? C'est différent parce qu'en fait chacun des boss que vous allez trouver dans cette instance là, il va falloir maîtriser une technique pour le vaincre, et ils ont tous des techniques très très variées et différentes, donc ça demande un certain entraînement et une très bonne coordination des différents membres du raid. Bon, je vais pas vous gâcher les surprises, mais disons que sur les 7-8 boss importants qu'il y a dans cette instance, il n'y a aucun combat qui est vraiment similaire à l'autre. Est-ce que tu peux nous donner quand même un exemple, un combat Donc par exemple, les gens sachent de quoi on parle ? Le boss le plus facile de l'instance, Venoxys, c'est un prêtre, un des grands prêtres de Hakar. Au début du combat, il est avec 4 serpents qu'il faut tuer le plus rapidement possible. À partir de là, tout le raid, en sachant... C'est-à-dire pendant qu'on est en train de tuer les serpents, qu'est-ce qui se passe avec Venoxys, qui est le boss ? Voilà, le tank va l'emmener dans un coin pour éviter qu'il fasse avec ses sorts à dégâts de zone, pour éviter qu'il fasse des dégâts au reste du raid. Donc personne va s'approcher de lui. Une fois que les 4 serpents seront morts, en général est assez rapide, tout le raid va commencer à faire des dégâts sur le boss tout en restant à distance, et en fait une fois qu'il arrive à la moitié de sa barre de vie, il va se transformer en serpent. À partir de là, il lance en général un nuage de poison qui fait très très gros dégâts si vous restez dedans. Donc le tank va devoir se mettre à bouger dans la pièce de Venoxys, et tout en se faisant bien suivre par le raid pour 1. Recevoir des soins, et 2. S'assurer que Venoxys continue à perdre un maximum de points de vie. D'accord, donc il y a vraiment une question de placement et de technique. Voilà, il faut bien apprendre son placement, bien apprendre la technique, et faut que le tank apprenne à commencer à se déplacer. D'accord, donc ça veut dire qu'après le niveau 60, il y a 2 éléments. Les raids dans lesquels il y a des rencontres très particulières, dans lesquelles on fait des choses, des combats qui sont différents à chaque fois, et le fait qu'on commence la course à l'équipement, donc d'abord le T0 comme l'a dit Daniel, puis le T1, puis le T2, qui sont à chaque fois des armures plus puissantes.
Est-ce que ça change vraiment quelque chose d'avoir un T0 ou un T2 ? Le T0, ça change pas grand chose par rapport à des bons objets qui font pas partie d'un set. Par contre, les T1, T2 et T3, c'est des objets épiques. Et effectivement, à partir du moment où on commence à bien être équipé en T1 ou en T2, on peut facilement se prendre en solo n'importe quel monstre d'une instance de fin de jeu, donc comme Stratholm ou Skolomance. Donc il y a une vraie progression dans la puissance du personnage, c'est-à-dire que la progression en niveau qu'il y a jusqu'au niveau 60 continue en quelque sorte avec l'équipement. Avec le matériel. D'accord. Oui. Donc c'est pour ça qu'on voit tellement de gens qui deviennent complètement fous à l'idée de ne pas avoir tel objet qui tombe à tel moment. Et surtout parce qu'il y a certains donc objets qui sont extrêmement rares, qui tombent très rarement, et donc il y a des gens qui font des fois des instances 10, 20, 30, 40 fois pour avoir cet objet précis qui va être très très utile selon la spécification. D'accord, donc bon, ce qu'on peut dire c'est que vraiment à partir du niveau 60 le jeu change totalement. Moi j'aime bien les raids, je trouve ça, disons qu'il y a une sensation beaucoup plus épique, ça donne quelque chose de grandiose. Le fait de faire tomber un boss dans un raid donne un rush très différent du fait de faire tomber un boss, même un élite dans le monde ou dans une petite instance. Voilà, la première fois qu'on a abattu Ragnaros, quand même, qui est un des premiers paliers importants, donc Ragnaros, le boss de fin de Molten Core, c'était une explosion de joie sur le serveur TeamSpeak et tout le monde qui était sur un nuage, parce que ça demande beaucoup de travail, d'efforts, et c'est vraiment très gratifiant. Ok, bon alors on va dire rapidement quel donjon il y a. Le premier que vous ferez sans doute en raid c'est Zul'Gurub. Il y a aussi les ruines d'Ankiraj, qui est une autre instance à 20, relativement simple. Pour les donjons à 40 il y a Molten Core, l'instance la plus ancienne du jeu à 40 je crois. Voilà. Le premier vrai challenge en raid. Ensuite, il y a Blackwing's Lair, donc l'antre du puissant Nefarian, qui est un des gros challenges du jeu pour la plupart des raids. Donc on a Blackwing Lair et après Blackwing Lair. Ensuite il y a le temple d'Ankiraj. Ensuite il faut aller vaincre Kel'Thuzad, l'ignoble lich, dans la citadelle volante de Naxxramas. Alors Naxxramas, c'est sans doute le raid qui va nous occuper dans cette partie Warcraft, le coin des raiders. Qu'est-ce qui se passe dans Naxxramas depuis la sortie du patch 1.11 pardon. Donc le patch 1.11 est sorti mi-fin juin, et en fait donc sur les 15 boss de l'instance, il y en a 14 maintenant qui se sont fait descendre. 14 ! C'est tout récent, mais le dragon d'os Saphiron a été vaincu il y a quelques jours de ça. Mais c'est incroyable, donc tout le monde va se balader dans Naxxramas dans un mois, ça sera une sorte de plaisanterie. Selon les statistiques de Blizzard, il y a en gros 10% des joueurs qui terminent Molten Core. Et en sachant que Naxxramas est 1000 fois plus difficile que Molten Core, c'est réservé à une poignée d'élus. D'accord, donc ça veut dire que Naxxramas pour tout le monde, c'est pas quand même pour tout de suite. Peut-être que quand on sera niveau 70, on pourrait y retourner un petit peu plus facilement. Mais, Ce sera plus facile. Selon Blizzard, terminer Molten Core qui demandait 40 joueurs au niveau 60 sera tout à fait jouable à 15 joueurs au niveau 70. Donc ce sera l'occasion pour pas mal de joueurs plus casual de voir un peu ces boss. Ok, donc bon, Naxxramas, le combat le plus difficile qui était jusqu'à maintenant les 4 cavaliers, les 4 chevaliers, a été terminé il y a quelque chose comme une semaine. Une semaine, 10 jours, je pense. Ils sont restés coincés dessus pendant un moment quand même, hein. Je crois que c'est 3 semaines, un mois. C'était bien 3 semaines, un mois facilement sur ces boss. Et donc après ça, Saphiron est tombé super vite. Hein. Au bout de quelques jours, ouais. Mais selon tout le monde, vraiment c'était les 4 cavaliers étant le gros challenge de l'instance, personne n'ayant vu Kel'Thuzad pour le moment. D'accord, donc bon, Naxxramas presque terminé. Une petite note quand même, les guildes qui ont tué Saphiron sont une guilde américaine qui s'appelle Death and Taxes et une guilde anglaise qui s'appelle, je sais plus, Reason je crois, est-ce que c'est Reason ? Je crois que c'est ça, c'est possible, oui. Et bon, la guilde française la plus avancée, c'est la guilde Empire, qui est sur le serveur Illidan. Qui est célèbre en fait pour les vidéos de Jack, qui a fait de magnifiques vidéos sur Blackwing's Lair et Ankiraj. Que nous vous recommandons à tous d'ailleurs.
Donc c'est la guilde Empire qui en est à 9 ou 10 boss, je crois. 9 ou 10 boss. Donc on est quand même un petit peu en retard sur les raids. Un conseil pour les raids, une partie où on va essayer de vous... Enfin, ou Daniel, parce que moi je ne serais pas vraiment capable de vous dire ce qu'il faut faire en raid. Daniel, un conseil sur les raids. Allez, un petit conseil sur les raids pour cet épisode. Pour moi, là, vraiment, ce qui est indispensable en fait à l'avancée du raid, c'est la bonne préparation, donc préalable au raid. Donc c'est faire vérifier que tout le monde est disponible à la bonne heure, que tout le monde prenne le temps de s'inscrire et également de prendre le temps de farmer les composantes, les potions et tout ce qui est vital en fait pour la survie du raid. Donc par exemple dans Molten Core, les gens vont farmer les composantes nécessaires pour avoir plein de potions de résistance au feu et tout ce qui tourne autour de ça. C'est-à-dire que un raid, on n'y va pas les mains dans les poches. On n'y va pas les mains dans les poches. Tous ceux qui vont en raid, c'est des gens qui passent, je pense, plus de temps à préparer la sortie plutôt qu'à aller en raid. Mon Dieu, je suis pas certain de pouvoir raider beaucoup, moi. Et comment on va faire pour s'assurer que les gens vont bien farmer leurs trucs, parce que moi, si je peux leur dire, si je suis le leader d'un raid, je peux leur dire jusqu'à demain, n'oubliez pas de farmer vos potions de résistance au feu. Et s'ils viennent sans, je peux pas faire grand-chose. C'est un des gros challenges du raid en fait. C'est vraiment d'avoir des gens qui sont d'assez bonne volonté pour le faire par eux-mêmes. Ensuite, il n'y a pas moyen de vérifier si les gens auront leurs potions de résistance au feu ou le matériel nécessaire. C'est-à-dire que toi, comment tu fais quand tu prépares un raid, quand tu vas faire un raid sur, je sais pas, Zul'Gurub ou Molten Core? Et bah quand j'organise une sortie, tout simplement déjà, bon ça fait quand même à peu près 1 an qu'on raid ensemble, donc il y a pas mal de gens avec qui je sais que je peux avoir tout à fait confiance et qui vont assurer au moins une sorte de squelette d'infrastructure pour le raid. Ensuite il y a des joueurs peut-être plus casuals qui vont pas faire cet effort là, mais le gros des efforts sera fourni et ça permettra d'avancer beaucoup plus facilement. Donc bon, le principe c'est qu'il faut quand même des gens un petit peu sérieux qui soient... C'est une relation de confiance en fait, le raid. On va passer à la partie suivante, la supplique du mois. Qu'est-ce que c'est la supplique du mois ? C'est un truc qu'on voit régulièrement dans le jeu. On voit quelque chose qui nous paraît pas tout à fait cohérent et on aimerait vous demander de faire le contraire. En l'occurrence, moi, ce que j'aimerais demander à tout le monde, c'est de ne pas looter en combat. Pourquoi ? Parce que quand on est en train de combattre et qu'il y a quelqu'un qui veut absolument récupérer les objets sur le mob, ça va perturber tout le combat, tout le monde va essayer de regarder ce qu'il y a en loot, de voir s'il va faire besoin ou cupidité, tout le monde va perdre en efficacité, ça perturbe tout le monde, ne le faites pas, c'est totalement inepte. On ne loot pas en combat, on attend la fin du combat pour looter, et là tout le monde est tranquille, recharge, boit, mange, danse, et à ce moment on loot, s'il vous plaît. Voilà, et ma supplique à moi en fait, elle est plus orientée raid. C'est une des plaies du raid, ce sont les gens qui vont faire autre chose, donc ils sont AFK, ça veut dire en gros les gens qui sont pas devant leur PC pendant des combats. Donc pourquoi est-ce que c'est gênant pour le raid ? Parce que tout simplement, si on lance un combat contre un gros boss dans une instance assez difficile et que le prêtre qui soigne le main tank est pas là, ça veut dire que tout le groupe va mourir en quelques instants. On peut effectivement facilement imaginer pourquoi l'absence d'un des membres du groupe pourrait être négative, mais tu veux dire qu'il y a des gens qui vont faire ça en raid ? Le mec au milieu du raid, il va disparaître sans prévenir ? Disparaître, non, mais il va peut-être aller, parce que les raids en général c'est assez long, c'est 3-4 heures de sortie en instance, il va peut-être aller aux toilettes en oubliant de prévenir, et effectivement ça peut causer de gros soucis au groupe, donc évitez de faire des AFK, et si vous devez en faire un, prévenez quelqu'un du raid, comme ça on vous attend et il n'y a pas aucun problème. On va passer à une autre partie qui est on aime, on n'aime pas. La partie où on vous dit ce qu'on aime dans Warcraft, pourquoi c'est un jeu vraiment différent et particulier qui plaît à tellement de monde.
et également ce qu'on n'aime pas, parce qu'il y a aussi des choses qu'on n'aime pas dans Warcraft, il n'est pas parfait. On aime, Daniel, je t'en prie. Donc les différences de fonctionnement et la variété de styles de jeu en fait qu'il y a entre chaque classe, que vous jouiez un guerrier, un paladin, un prêtre, un druide, un chaman, c'est jamais deux fois la même chose, c'est très très différent pour chacune des classes. Il faut signaler, moi j'ai joué un petit peu donc à EverQuest 2 et à d'autres jeux de rôle online. Donc je risque de comparer quand même régulièrement Warcraft à d'autres jeux, et notamment EverQuest 2. Dans EverQuest, mon impression, en tout cas, j'étais arrivé assez haut niveau, mais j'ai pas joué toutes les classes, mais mon impression quand même, c'était que toutes les classes avaient de la mana, c'est-à-dire que même un guerrier, il a sa barre de mana, il va lancer un sort, et il va faire son combat avec des sorts en étant interrompu, en venant éventuellement au contact, parce qu'il va aussi faire des dégâts avec son arme, mais en gros, c'était juste des variations sur la quantité de dégâts que tu allais faire et la quantité de dégâts que tu allais te prendre, et si tu pouvais te soigner ou pas. C'est vrai que dans Warcraft, ça me donne l'impression d'un jeu de combat, en fait, presque. C'est-à-dire que sur Tekken ou sur Street Fighter ou sur ce genre de jeu, chaque personnage se joue d'une manière différente. Et c'est un petit peu l'impression que j'ai dans Warcraft, c'est-à-dire que tu peux pas du tout appréhender un voleur comme tu appréhendes un mage ou un démoniste. T'as vraiment l'impression de recommencer le jeu complètement quand tu commences une nouvelle classe. C'est vrai. J'espère juste une chose, c'est que tu joues mieux à World of Warcraft qu'à Tekken, parce que bon, sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Je ne relèverai même pas l'affront. Les choses qu'on n'aime pas. Daniel, je t'en prie. Moi, en fait, le regret que j'ai dans le jeu, et je pense que c'est un peu la même chose dans tous les jeux de rôle massivement multijoueurs, c'est que, en gros, le jeu va privilégier en fait les gens qui ont beaucoup de temps à passer dans le jeu, plutôt que les gens qui jouent de manière exceptionnelle leur personnage. Donc c'est en gros, le temps est supérieur à la technique et à la dextérité. Et toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le jeu ? Bah écoute, moi il y a deux choses en fait dont je voudrais parler qui sont des choses vraiment basiques, et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas encore remédié à ce problème. La première, c'est l'interface de recherche de groupe qui est totalement inexistante dans le jeu. Quand on recherche un groupe, on crie dans le canal de recherche de groupe, et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Mais bon, il paraît que ils sont en train de faire une nouvelle interface pour l'extension, donc ça va venir. Une autre chose, c'est l'interface de guild, le système de guild, qui en fait, dans Warcraft, est une simple liste d'amis avec un canal de groupe. Avec un canal de guild, ça se limite à ça, il n'y a vraiment rien d'autre. Ce qui était sympa dans EverQuest 2, là c'était vraiment un point fort, c'est qu'il y avait un système de niveau de guild. On pouvait faire monter la guilde en niveau, et on avait différents privilèges quand on avait une guilde plus ou moins haut niveau. On avait des objets moins chers, un hall de guild, des avantages comme le fait d'afficher le nom de la guilde ou pas. Si on était très bas niveau, on n'avait même pas le nom de la guilde affiché sous son nom. Des petites choses comme ça. Il y a dans City of Heroes aussi un système de base de guilde qu'on peut entièrement designer. C'est-à-dire qu'on peut faire une base que les autres guildes vont pouvoir essayer d'envahir, qu'on va pouvoir défendre en posant différents objets, différents robots. City of Heroes est un jeu de super-héros, donc c'est un petit peu futuriste. Donc il va y avoir un téléporteur dans la base, un distributeur d'objets, des choses comme ça. Ça donne vraiment corps à la guilde, et je trouve que c'est quelque chose qui manque. La communauté de la guilde n'est pas super présente dans Warcraft. C'est un petit peu dommage, je trouve. Ils pourraient faire mieux dans ce domaine. Oui, ce serait vraiment sympa, je pense, d'avoir un bâtiment en fait qui corresponde à la guilde, qui puisse grandir avec le nombre de membres qu'il y a dedans, l'avancée, et pouvoir avoir accès à des fonctions qui sont uniques. Ce serait vraiment un plus. Ouais, si la guilde par exemple réussit à tuer Ragnaros ou Nefarian pour accrocher leur tête à l'entrée. Voilà, une tête dégoulinante d'Onyxia sur la porte de la guilde, ça met une bonne ambiance tout de suite quand on arrive. Avoir des bonus, des choses comme ça. Enfin bref, ça pourrait être sympa. Je pense qu'il y a des choses à améliorer dans ce domaine. J'espère qu'ils vont le faire.
Bon, bah, je crois qu'on arrive, on est presque à la fin du podcast là. Donc, il y a une chose que je tiens à vous demander, à vous qui nous écoutez en ce moment, c'est pour améliorer la formule et qu'on s'améliore donc d'épisode en épisode, vos réflexions, votre courrier est très important pour nous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, tout sera lu et on essaiera même de prendre un peu de temps pour y répondre. Donc n'hésitez pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Oui, donc il faut dire aussi que c'est notre première expérience de podcast, donc on espère que vous serez indulgents si on a l'air un peu coincé, ça devrait aller mieux avec le temps. Et dans tous les cas, on attend vos commentaires à l'adresse contact@azeroth.fr. Et si vous vous sentez en forme, vous pouvez aussi nous envoyer des fichiers audio avec des conseils, des astuces ou votre avis sur tel ou tel aspect du jeu, et on passera les plus intéressants au prochain épisode. Et à propos d'email, pour fêter le premier épisode du premier podcast français sur WoW, on va faire un petit concours marrant sur le thème Marcel, le Murloc francophone. Donc le principe c'est que vous envoyez un dessin, une chanson ou tout ce que vous voulez sur un Murloc qui doit être français, et il peut être accoudé au zinc du bar tabac en buvant son verre de rouge ou je sais pas, porter un t-shirt de M. Pokora. C'est comme vous voulez, je suis sûr que vous trouverez des trucs débiles et inventifs à nous envoyer. Et oui, accessoirement, le gagnant recevra les 2 premiers volumes du manga World of Warcraft qui est édité chez Soleil. Le deuxième volume sort fin septembre, je crois, donc juste à temps pour le deuxième épisode de notre podcast, ça sera parfait. Avant de partir complètement, je voudrais vous parler d'une petite chose, notre petit bonus de l'épisode, qui est une info qui n'a aucun rapport avec Warcraft, si ce n'est que c'est un rapport avec les jeux de rôle online. C'est l'arnaque de EVE Online. Est-ce que tu connais ça, Dany ? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ? Ah non, pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé ? L'arnaque d'EVE Online. EVE Online, c'est un jeu de rôle c'est dans l'espace, non ? C'est un truc futuriste ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un énorme jeu, en fait, où on peut avoir des flottes de vaisseaux, des corporations énormes, des alliances entre corporations, des trucs vraiment, vraiment importants. Il y a un type qui a fait une banque. Il y a 6 mois environ, il a fait un système où on lui envoyait de l'argent et on recevait des intérêts. Je sais plus combien c'était, quelques pourcents. Et évidemment, les gens étaient un petit peu méfiants au début, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais ça a duré 6 mois et ça fonctionnait, c'est-à-dire que si on lui donnait 10 000 crédits, je sais plus comment s'appelle la monnaie de EVE Online, on recevait tous les mois les intérêts de cet argent. Au bout de quelques mois, évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Le type s'est tiré avec absolument tout l'argent de tous ses clients. Ce qui se monte quand même à l'équivalent de $70 000 $70 000 en argent réel s'il voulait revendre l'argent. Et en plus, j'imagine que c'est totalement légal puisque il n'y a pas de loi ou de restrictions exactement, ouais, sur ce genre d'arnaque. Le truc, c'est qu'il n'a pas été à l'encontre de l'accord entre les joueurs et la société qui édite le jeu. Donc il s'est retrouvé effectivement avec son argent fait de manière totalement légale. Donc, et le plus fort dans l'histoire, c'est qu'il se cache même pas, ce type. Il a fait une vidéo où il explique le pourquoi il commande son arnaque. Et le plus fort, c'est qu'il annonce à tout le monde qu'il faut qu'il se repose bien pendant les mois qui vont venir, parce que il aura une autre arnaque dans 6 mois qu'il va refaire et qui va lui permettre de récupérer encore de l'argent d'ici 6 mois. Il prévient. Ouais, c'est du joli quoi. Bref, si vous voyez un gars comme ça dans World of Warcraft, insultez-le. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin là. On a quand même un podcast assez long et assez riche. J'espère que ça vous aura plu. Dany, tu veux ajouter quelque chose ? Non, rien de particulier. Juste, merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Bah merci, et puis on essaiera de vous retrouver le mois prochain, au plus tard. Peut-être qu'on fera un petit flash avant s'il y a quelque chose d'important, mais dans tous les cas on sera là le mois prochain pour le deuxième épisode de Azeroth.fr. Et en espérant avoir plein de bonnes nouvelles sur la sortie de l'extension avant Noël. On espère, ouais. Bah merci à tous, bon mois de septembre, amusez-vous bien, bon jeu, et à bientôt. Et à bientôt.